Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Les clés d'une vie, celle de mon invité. Les revers ont fait votre bonheur, mais aussi votre malheur. Tout au long de tournois de tennis qui ont fait de vous une championne en herbe, mais sur terre battue. Vous racontez aujourd'hui dans un livre comment vous êtes devenue loin des cours une enfant de la balle. Bonjour Catherine Tanvier. Bonjour, bonjour. Alors, on connaît votre parcours de championne. On va découvrir aujourd'hui, grâce à un livre, un film à rôle, votre parcours d'actrice chez Jean-Luc Godard, qui est aussi une façon de connaître Godard autrement. Ouais. Mais le principe des clés d'une vie, puisque vous connaissez l'émission, c'est d'évoquer votre parcours à travers des dates clés. Et la première que j'ai trouvée, alors, c'est le 18 mai 1982, votre première télé. Ça s'appelle La championne, le patron et la patronne, un reportage d'Alain Escoubet. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Oh, pas du tout. Alors, c'est un reportage de 7 minutes où on dit que vous êtes un espoir du tennis féminin et où on fait votre panégyrie pendant 7 minutes. Vous vous souvenez pas de ce reportage? Ah non, absolument pas. Ça a été tourné au Cap d'Agde, où vous vous entraîniez. Ah, d'accord. Oh là là, oui. C'est fou, hein? Oui, non, j'ai aucun souvenir, mais je suis pro déjà depuis 1 an et demi. Exactement, oui. Vous avez 17 ans, là. Oui. Vous aviez commencé à 15 ans. Et ce reportage est présenté comme une fable, alors que vous avez toutes les chances, dit le journaliste, de vivre un conte de fées. Car effectivement, on croit en vous. Oui, non, absolument. De toute façon, j'avais déjà 1 an et demi de circuit professionnel. Je suis la meilleure joueuse française à 17 ans. Oui. Et oui, je commence de manière très précoce, ça c'est sûr. Donc je laisse pas les gens indifférents. Oui, oui, et puis le tennis féminin à l'époque, bon, est encore balbutiant. Il faut savoir qu'il a été présent, je ne sais pas si vous le savez, Catherine Tanvier, dès les premières éditions des Jeux Olympiques en 1900. Et il y avait déjà du tennis féminin, oui, bien avant que Suzanne Lenglen devienne la reine des cours. Oui, et d'ailleurs, elle sera privée des Jeux Olympiques parce que c'est une professionnelle. Exactement. Voilà. Et on l'avait considérée comme une diva à l'époque. Mais c'était une diva. Elle avait un jeu extraordinaire pour l'époque. Oui, elle séduisait aussi toute l'aristocratie à l'époque. Elle était demandée pour des exhibitions. C'est un parcours hors norme, la vie de Suzanne Lenglen. 6 titres à Wimbledon, ce qui est énorme, oui, pour une femme. À l'époque, oui, et la première championne femme plus jeune de l'histoire, c'est Lleyton Hewitt, qui a eu son premier titre à 16 ans et 10 mois à Adélaïde en 1998. C'est pas Brisbane? Non, c'est Hewitt avant. Elle avait quelques mois de moins. Ça alors? C'est fou, hein? Brisbane, c'était pas Brisbane qui fait le Grand Prix, son premier Grand Prix. Eh bien non, moi j'ai... Ah, c'est marrant. Mais vous avez peut-être raison, hein, il n'y a pas de souci. Alors, oui, votre naissance, dans ce reportage, on dit que vous êtes né à Oran, alors que vous êtes né à Toulouse. Oui. En fait, je vois le jour à Oran, en Algérie, puisque j'ai pas de souvenirs avant. Oui. Je suis bien née pourtant à Toulouse. Très vite, dès que vous étiez enfant? Oui, à l'âge de 3 ans, puisque je vivrai à Oran cette année. C'est là-bas que j'apprends à jouer au tennis. Déjà, c'est venu très jeune? Oui. Vous savez, on avait l'habitude de passer nos fins de journée et les week-ends dans un club de tennis, où il y avait aussi la natation, avec ma sœur qui adorait aussi la natation et qui est devenue d'ailleurs championne. Voilà. Et votre mère aussi faisait du tennis? Mes parents faisaient du tennis. Nous étions une famille vraiment sportive, oui, à la base. Et tout de suite, on a compris que vous aviez quelque chose de plus, Catherine Tanvier. En tout cas, je l'ai fait comprendre. C'est-à-dire Mais en fait, mon premier tournoi, c'était celui de mon club. Quand j'ai 10 ans et je demande à jouer chez les dames. Il y avait le tournoi des dames. Et on me dit non, va jouer au mur. On me rejette encore au mur. Je dis non, je veux. J'ai commencé vraiment à être insistante. Et je suis acceptée finalement dans le tableau. Le président, à peine de me voir réclamer, donc il me dit allez, d'accord. Tu rentres dans le tournoi. Et en fait, je le gagne. Et voilà. Oui. Mais je crois aussi que vous avez un jour battu votre mère. Elle était en demi-finale et vous l'avez battue. En fait, c'est elle qui se fait battre et je dois jouer la femme qui l'a battue et elle se désistera en finale. Trop peur de devoir subir une défaite contre moi. Elle part au Maroc prétextant une excuse. Donc je gagne mon premier tournoi en fait sans jouer ma finale. Extraordinaire. Voilà. Mais en fait, votre mère était aussi une championne de tennis. Non, elle a été plutôt dans l'athlétisme. Elle a été, je crois, championne de France par équipe vous savez, le 4x80. Oui. Universitaire. Voilà. Donc il y avait déjà une championne à la famille. Alors ce qui est extraordinaire, c'est que dans ce reportage, il y a votre coach, Steve Myers. Oui. Qui dit qu'au départ, il vous avait pris pour un garçon, Catherine Tanvier. Oui, mais j'étais assez garçon manqué à l'âge de 14 ans, 15 ans. Puis après...
Je me suis... au départ, il pense que je suis un garçon, donc il demande à jouer, parce que j'étais encore sur les cours à 7 h du soir. Oui. Je vois arriver ce grand gaillard, et trop content de trouver encore un partenaire avec qui taper la balle. J'accepte son invitation, et là, il remarque à un moment donné que je suis pas un garçon, donc une fille. Il est plutôt impressionné par mon niveau, et il s'intéresse à moi, et je suis à 1 an de tournée professionnelle, donc là, il accepte de m'entraîner. Vous savez, c'était pas n'importe qui. Steve Myers faisait partie à l'époque de l'équipe, de cette équipe Australienne. Peter McNamara, Paul McNamee. Donc c'était vraiment le trio à l'époque. Il avait été d'ailleurs champion d'Australie junior. Mais à 25 ans, il sent qu'il décroche et il tombe sur moi. Et là, voilà, je l'intéresse. Et moi, je suis à 1 année de passer pro. Donc là, on travaille ensemble. Alors, il se trouve que ce côté garçon aussi, vous l'avez manifesté dans l'enfance où vous ne jouiez pas avec des poupées, mais avec les garçons au foot, Catherine Tanvier. En fait, au foot, ça c'est quand je rentre en France, mais au tennis, au mur, je joue avec Mohamed, le fils du concierge. Encore une fois, je n'ai que pour partenaire qu'un mur. Et à côté, j'ai tous les garçons, les jeunes garçons du club qui viennent jouer aussi au mur. Comme moi, nous n'avions pas le droit au cours de tennis. Donc je me retrouvais avec cette bande de copains avec qui jouer contre le mur. Voilà. Et la première qui vous est repérée et entraînée dans cette direction, c'est votre mère aussi. Elle voit le niveau que je présente très rapidement. Oui, c'est elle qui va m'orienter. Alors, quand on rentre en France, c'est en 75. Très vite, elle m'inscrit dans un club important à Rambouillet. Et nous habitons les Yvelines. Et de là, je commence à gagner le championnat de Ligue d'abord. Puis ensuite, je suis invitée à aller faire le championnat de France. Et je crois que je finis dans les 5 premières en l'espace de 6 mois, depuis mon retour d'Algérie. C'est fou, hein. Oui, vous avez été aussi championne de France cadette. Après, ça va très vite. D'abord minime. Oui. 1 an et demi après, ou 2, je deviens championne de France minime. Et ensuite cadette. Mais cadette, c'était un pari. Parce que j'étais déjà professionnelle. Alors, j'ai voulu faire ça pour m'amuser. Eh ben, vous êtes bien amusée. Alors, il se trouve aussi que tout ça s'est fait au détriment de vos études, car vous avez été très peu à l'école. Alors, j'arrête mes études en début de 4e, tout simplement parce que j'avais quasiment tout gagné. Et que la voie internationale s'ouvrait à moi d'une manière logique, par déduction. Donc je tente ma chance sur la scène internationale. Je gagne déjà ma vie en faisant des tournois, comme on dit, de plage, qui m'apportaient un peu de finance, car je me suis totalement autofinancée dès l'âge de 15 ans. Et je prends la route internationale pour ensuite en découdre avec les pros, tout simplement. Mais les études, ça vous a pas manqué, Catherine Tanvier ? Non, parce que j'ai l'ambition de suite de partir sur la scène internationale. Quand on est jeune, franchement, les études, c'est la dernière chose à laquelle on dit « Ah non, j'en veux encore ». Non, c'était tout le contraire. Moi, j'ambitionnais vraiment une carrière professionnelle et ça se présentait à ce moment-là. C'était un chemin logique pour moi par déduction, puisque j'avais tout gagné au pays. Voilà, et votre mère d'ailleurs a dit on ne peut pas faire des études tout en faisant du tennis en France, on peut le faire aux États-Unis. Et elle citait comme exemple Yehudi Menuhin, qui avait arrêté les études très tôt pour devenir un violoniste hors norme. Ah ben voilà, ouais. Ben écoutez, il n'y a pas de haut niveau sans sacrifice. Et pour moi, ça passait par justement le sacrifice des études. Ça va me manquer après. C'est-à-dire que là, vous le dites sur le moment, mais dans les 3 ans, je dirais, à mes 17-18 ans, il me manque vraiment de la connaissance. Je sens que je présente du retard. Et ce souci-là va m'accompagner encore quelques années et je vais commencer à m'intéresser aux livres. Si vous préférez, pour m'apporter une éducation, une connaissance. Une culture générale. Une culture générale, exactement. Alors, à cette époque-là, on vous compare à un très grand champion dont vous allez reconnaître la voix. Björn Borg, qui a été le premier à se concentrer sur le terrain, rien ne le perturbait. On l'appelait Iceborg, et c'était vraiment une caractéristique particulière. Alors, il faut savoir que j'ai des origines suédoises. Ça, c'est la première chose, de par ma grand-mère maternelle. Quand j'entends parler de Borg, c'est ma mère qui me rapporte l'info de France, car j'avais un frère hémophile qui était
dans une institution spécialisée pour hémophiles, justement dans les Yvelines, du côté de la queue des Yvelines. Et un jour, elle rentre de France, donc elle revient à Oran et elle me parle de ce champion suédois. Et étrangement, je jouais déjà comme lui. Donc, ça me frappe qu'elle m'en parle. Et quand je rentre en France à mes 10 ans et demi, là, je le découvre. Et c'est un choc. Et d'un seul coup, forcément, beaucoup d'amour, évidemment, puisque pour moi, ça devient le modèle de référence sur lequel m'identifier forcément. Vous savez, on a toujours besoin de modèles. Et ensuite, au fur et à mesure qu'on grandit avec ce modèle-là, on s'en détache pour devenir finalement autre chose ou du reste soi-même, différemment. Oui, d'ailleurs, vous portiez un bandeau dans les cheveux, un peu comme lui. Oui, c'est ça. Mais encore une fois, j'ai mes origines suédoises. J'étais blonde, et puis j'avais un revers à 2 mains, comme lui. À l'époque, c'était plus d'une main. Bref, tout était réuni pour que je m'identifie à ce grand champion que j'adorais par-dessous tout. Puis, vers mes 15-16 ans, je commence à m'intéresser à McEnroe, vous voyez, au petit service volé. Voilà. Et je deviendrai une attaquante, et plus quelqu'un qui défend. Mais Borg, ce qui est extraordinaire, c'est que les bandeaux de l'époque sont encore en vente à des tarifs exorbitants sur Internet aujourd'hui, ceux des années 80. Oui. McEnroe, c'était autre chose, c'était quand même un grand numéro. C'était une autre forme de jeu, un jeu atypique d'une génialité absolue. Et c'est ce que j'ai de suite admiré et adoré chez lui. Et mon jeu s'oriente d'un seul coup vers l'attaque. Voilà. Et des attaques, il y en a eu d'autres qui vous ont permis de remporter des titres. Et j'ai trouvé une autre date importante dans votre carrière, qui est le 11 août 1984. À tout de suite sur Sud Radio avec Catherine Tanvie. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Catherine Tanvier. Nous parlerons tout à l'heure de ce livre, un film à rôle que vous avez publié récemment. On revient à votre parcours, on a vu vos débuts de tenniswoman prodige. Et si je parle du 11 août 1984, ça vous dit quelque chose? Oui, ce sont les Jeux Olympiques qui, à ce moment-là, sont en démonstration, c'est important de le dire. Car c'est un tournoi qui est proposé aux joueuses professionnelles, certes, mais de moins de 21 ans. À ce moment-là, j'ai 19 ans. Steffi Graf gagnera le tournoi à 17 ans. Ouais, mais elle a remporté, je crois, 107 titres en simple dame entre 1982 et 1999. Mais oui. Vous l'avez rencontrée? Ça a été aussi ma partenaire en double. Oui, et vous avez gagné ensemble. Et nous avons gagné ensemble, oui. Mais c'est aussi une joueuse hors du commun. En fait, elle a détenu le record jusqu'à Serena Williams, qui est du Chypre, la 23e. Enfin, elle a gagné quand même de 22 titres de Grand Chelem. C'est historique. Alors, vous retrouvez à Los Angeles aux Jeux Olympiques. C'est quand même un moment très fort pour vous, Catherine Tanvie. Alors oui, à ce moment-là, honnêtement, quand je m'y rends, comme c'est en démonstration, j'ai dans la tête d'aller faire une méga exhibition. Je me rends pas compte, puisque c'était en démonstration. Parmi d'autres athlètes qui, eux, étaient aux Jeux Olympiques et pas du tout en démonstration. Donc, j'y vais un petit peu, pas légèrement. Je suis à 2 semaines de Flushing Meadows. Donc, j'y vais pas pour me préparer en vue de l'US Open, mais avec l'idée finalement de profiter. C'était une parenthèse enchantée pour les Jeux Olympiques en démonstration. Il n'y avait pas trop de pression. Sauf que je tire au premier tour une Américaine. Et là, ça change tout. Pourquoi ? Je suis au premier tour, je suis envoyée sur le central contre cette joueuse américaine dont j'ai plus trop le nom en tête. Et quand je rentre, c'est salle comble, hein, le stadium est plein. Et là, je me rends compte que je suis vraiment aux Jeux Olympiques et pas en démonstration. Là, les choses changent viscéralement. Et là, je prends très au sérieux le match parce que j'ai tout le public contre moi. Et j'entends 2 athlètes au fin fond en haut de la tribune, je m'en souviens comme c'était hier, me crier « Tu n'es pas toute seule, Cathy, on t'aime, on est là !» Oh, c'était formidable. Alors, ils venaient d'une autre délégation, je ne sais pas, mais ces 2 supports ont été formidables jusqu'à la fin, parce que je finirai par gagner. Oui, et médaille de bronze quand même. Je finis médaille de bronze. C'est vraiment là, c'est un moment fort pour vous. Oui, c'est un moment fort et un petit peu frustré, car malheureusement, en quart de finale, je me blesse en fin de match, que je gagne. Et le lendemain, pour ma demi-finale, je ne peux pas jouer pour préférer, je ne peux pas défendre mes chances pleinement. Et ces Jeux Olympiques, il faut le savoir, c'était la première fois dans l'histoire de l'Olympisme qu'il y avait eu un seul candidat, Los Angeles. Personne d'autre ne voulait faire les Jeux Olympiques cette année-là.
C'est-à-dire que les autres pays ne voulaient pas faire les Jeux Olympiques et les Américains ont eu Los Angeles tout de suite par le comité olympique. Bon Ah oui. Ah, attends, vous m'apprenez quelque chose, je ne savais pas. Et puis il y a eu aussi une autre nouveauté, sur la première fois, il y a eu un marathon féminin. D'accord. Il y a eu une grosse pression et c'est une Américaine, Joanne Benoît, qui s'est échappée depuis le début et qui a gagné le premier marathon féminin aux Jeux Olympiques de l'histoire. D'accord. Parce que c'est vrai que les femmes étaient toujours pas très considérées dans tous les sports, y compris le tennis à l'époque. Pas à mon époque en tout cas. Mais attention, on a eu des grandes figures aussi dans le sport, avec déjà Suzanne Lenglen, on va en revenir. Donc le tennis était marqué déjà quand même par de grandes figures. Mais dans d'autres sports, vous avez raison, oui. Alors, absolument. Il y a aussi, lorsqu'on parle des États-Unis, une chanson qui vous tient à cœur, c'est celle-ci. Oh, incroyable, vous savez tout. Bob Dylan, dont vous êtes une inconditionnelle, oui. Catherine Tanguy. Oui, je connais tous ces albums. C'est un homme fascinant d'ailleurs, qui rappelle Jean-Luc Godard dans sa manière de comment dire. C'est un monde particulier, leur univers musical, autant chez Godard que chez Dylan. Il y a du génie, franchement. Il y a des morceaux, si vous comprenez un peu l'anglais, ça raconte nos vies. Ce sont des histoires, des films à eux tout seuls. Mélodiquement, c'est fort, avec Dylan aussi, mais ces lyriques racontent des histoires qui, en tout cas, pour moi, m'ont parlé et m'ont bouleversée. Voilà. Mais il y a du génie forcément dans ces deux grands auteurs. Ce sont des auteurs en quelque sorte, autant cinématographiques pour Godard que musical chez Dylan. Et je suis allée le voir une fois en concert je crois que c'était en Irlande, à Cork. Oui. J'en ai pleuré quand je le vois rentrer. C'était tellement unique. Oui, et c'est un homme d'une discrétion absolue. Oui. Il n'a pas voulu recevoir le prix Nobel, il ne s'est pas rendu au prix Nobel. À Stockholm. Il a écrit un mot après. Ah bon? Ah oui, oui. Ah oui, je sais il reçoit l'ordre du mérite, je crois, à Paris. Oui, mais mais l'autre, oui, mais c'est pas quelqu'un qui parle. Non. Il prend, il remercie, c'est indiscret. C'est indiscret. Mais un géant sur scène, voilà, un homme formidable sur le plan créativité. C'est très beau, et encore aujourd'hui, il monte toujours sur scène, il écrit de merveilleuses chansons qui me bouleversent. Alors, j'en reviens au tennis, Catherine Tanguy, parce que je me suis un peu renseigné sur vos spécialités. Et votre spécialité, c'est le service volé. C'est devenu. Ouais. Et c'est vrai que c'était quelque chose qu'on ne voyait pas forcément, même à Roland-Garros, mais que vous faisiez à merveille. Alors, à Roland-Garros, ça n'a jamais été ma surface favorite. Et j'attendais avec beaucoup d'impatience Wimbledon, parce que c'était sur l'air. Mais là, franchement, les surfaces rapides, c'est là où je pouvais déployer mon jeu pleinement. Parce je pouvais effectuer du service volé. Sur terre battue, il faut un peu lutter du fond. C'était toujours difficile pour moi. Les filières longues, c'était pas mon fort. Mais le service volé, il faut des mois pour le manier. Ah, pour vous. Oui. Mais nous, le fait de s'entraîner tous les jours, on arrive à le faire quand même de manière plus naturelle, si vous préférez. Mais non, c'est un autre jeu plus créatif d'abord, parce que les points se ressemblent pas du tout. Oui. Vous faites un service volé qui n'est jamais le même avec le suivant, alors que les points du fond de cours se ressemblent un petit peu. Oui, donc il y avait un peu plus de créativité. Et il y a une spécialiste du genre, c'est Martina Navratilova. C'était la plus grande, oui, à mon époque. Et je pense qu'elle est sur le terme vraiment service volé, ça reste la plus belle dans ce secteur de jeu. Et quand on pense qu'elle a été déchue de sa nationalité, qu'elle a dû aller aux USA pour faire carrière et qu'aujourd'hui elle a double nationalité, oui. C'est quand même étonnant. Elle demande asile politique, c'est pire que ça. Elle demande asile politique, elle quitte la Tchécoslovaquie qui à l'époque était très dure. Pour demander asile politique pendant l'US Open. Ce qu'elle fait à 19 ans, c'est énorme. On se rend pas compte, mais à l'époque, à 19 ans, quitter son hôtel parce qu'elle avait deux agents secrets du KGB ou je ne sais pas qui la surveillaient. Elle prend la porte de secours pour courir jusqu'à l'ambassade américaine et demander asile politique à 19 ans. J'aurais été incapable, moi, de faire ça. C'est formidable, c'est incroyable ce qu'elle fait à 19 ans. C'est étonnant, mais aujourd'hui, elle est rétablie dans ses droits totalement. Ah oui, totalement, oui. Puis elle est retournée, surtout en Tchécoslovaquie depuis, qui n'est plus d'ailleurs la Tchécoslovaquie, puisque ça a changé. Et une autre de vos spécialités, Catherine Tanguy, c'est le revers lâché à une main.
C'est-à-dire que ce que fait Federer, vous savez le faire? Oui, mais ça, c'est mon rêve absolu. Quand j'étais joueuse, à un moment donné, je rêve de ce revers à une main et que je vais le prendre à un moment donné parce que je trouve que mon revers à deux mains est poussif. Donc, je suis un peu seule pour partir sur sur ce jeu-là qui est très technique à la base. Et j'avais pas malheureusement les connaissances pour comment dire Qu'il soit parfait. qu'il soit parfait comme je l'ai aujourd'hui. Aujourd'hui, je joue à une main. Je comprends mieux les passages techniques, si vous préférez, que je n'avais pas à l'époque. Mais c'est tellement plus beau. Je me suis un peu renseigné sur Federer qui a tout gagné, sauf une fois, il était battu 6-0 à 10 ans dans un tournoi junior par un garçon qui est devenu ensuite agent de police. Ah bon? C'est sa seule défaite, oui. 6-0, mais il avait quel âge? 10 ans. 10? Ah oui, c'est ça. Alors, il y a aussi On a tous pris 6-0. Oui. Et ce qu'il y a aussi qui a marqué votre vie, ce sont les voyages, car vous avez visité beaucoup de pays sans jamais les voir véritablement. J'ai essayé. Ça, c'est le bon côté des défaites. C'est-à-dire que vous perdez dès le premier tour, deuxième, vous avez un petit 48 heures avant de partir dans la destination suivante. Eh bien, vous en profitez pour visiter un peu. Ça m'est arrivé de le faire, heureusement. Et votre carrière, quand on fait le bilan, c'est 12 titres importants, dont 11 en double. Alors non, j'ai 22 finales en Grand Prix en double, bien que ma spécialité c'était quand même les simples. Je suis pas une joueuse de double, mais j'ai très bien réussi aussi en double, en atteignant 22 finales de Grand Prix et en gagnant 11. C'est un véritable parcours très fort qui aurait pu continuer. Alors oui, je suis arrêtée brutalement à l'âge de 26 ans et demi par une blessure au niveau des genoux. Oui. Et ma carrière s'arrête brutalement, ce qui est une chose étrange quand vous êtes dans la force de l'âge. Oui. C'est bizarre de se dire que votre vie professionnelle s'arrête et je ne suis pas du tout préparée par l'après-carrière, bien sûr. Bien sûr. Justement, on va en parler à travers une autre date qui a marqué votre vie, c'est le 10 mai 2007. A tout de suite sur Sud Radio avec Catherine Tanvier. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Catherine Tanvier. Nous parlerons tout à l'heure de ce livre, un film à rôle qui est édité chez En Exergue, un livre qui raconte votre parcours cinématographique. On en revient à votre parcours tout court avec l'écriture, puisque le 10 mai 2007 sort Déclassé, un livre qui devient un événement. Oui, parce que je pense qu'il surprend pas mal de monde du fait que d'abord c'est inhabituel de voir une sportive de haut niveau écrire. Oui. Ça m'a pris des années pour en arriver là, à écrire un livre. D'abord parce que je me suis intéressée d'abord à la lecture avant d'être écrivain. Issue d'un parcours difficile aussi quand même, parce que, comme je viens de le dire, j'arrête à 26 ans et demi, on n'est pas préparé, donc je vis très mal l'après-carrière. D'abord parce que je suis blessée. Je vais mettre 5 ans pour retrouver une santé au niveau des genoux. C'est pas un genou, mais 2. Et ensuite, pour parler un petit peu de cette carrière qui a été très très chamboulée par un parcours chaotique, notamment dans la sphère privée, puisque au niveau de la famille, j'étais issue d'une famille dysfonctionnelle où je deviens support de famille à 15 ans et demi. C'était très lourd pour moi à porter sur mes épaules et je pense que ce n'est pas anodin. Quand je viendrai à me blesser à 26 ans et demi, c'est tout cela est lié forcément par cette pression énorme que j'ai ressentie, où je me suis sentie exploitée. Donc tout ça va rentrer en compte dans ce premier livre qui va frapper forcément les esprits du milieu, car là je révèle pas mal de choses. Mais pour l'avoir écrit, ça m'a pris quand même des années, parce qu'encore une fois, j'étais inculte. Je me suis intéressée aux livres pendant que j'étais blessée et jeune, blessée et brutalement arrêtée. Trouver des références qui me plaisent, ça m'a pris des années, parce qu'on a besoin de modèles forcément. Et je les trouverai, ces références, à travers Rimbaud, à travers Céline. Et là, je commence à poser sur le papier un peu tout ce que je ressens. Et ça va mettre encore des années pour arriver à déclasser à ce premier livre. Oui, au départ, ce sont 455 pages dactylographiées, avec une reliure en plastique, où il y a effectivement des textes, mais aussi des poèmes, toutes sortes de choses. Exactement, oui. C'est un mélange de choses que j'écris. On y trouve de tout, oui. Et alors, il se trouve qu'un éditeur entend parler de votre livre, alors qu'il n'est pas publié, à la radio un jour. Et c'est comme ça qu'il va vous repérer.
Alors non, en fait, c'est un ancien journaliste de l'équipe qui... Oui, il y a pardon, Ouais, c'est ça. un article dans l'équipe. Dans l'équipe, C'est voilà, ça. c'est ça. Et lui, il s'était déjà retiré, mais une amie journaliste qui travaillait à l'équipe, qui lui fait part de mon manuscrit. Il s'en empare, et là, il est subjugué par l'histoire, par le contenu. Et il va en parler justement à ce premier éditeur, Marc Grinsta, aux éditions du Panama. Et du jour au lendemain, l'éditeur dit Oui. oui. Alors, ce qui est étonnant, c'est que dans ce livre, et on a vu des émissions de télévision, vous racontez tout, et ça stupéfait ceux qui vous écoutent, parce que il y a quand même votre père qui a battu votre mère. Ouais, c'était violent. Hein. Encore une fois, je raconte vraiment des choses violentes qui a traversé ma vie, et forcément, je prends un peu tout le monde à contre-pied, puisque tout le monde pensait que j'avais mené une belle vie. Évidemment, par rapport à ce que je donnais comme image parfaite d'une fille qui réussit dans le monde professionnel, je faisais rêver pas mal de monde, et en fait, ça c'était juste que l'apparence. Oui, Oui. mais au départ, vous ne vous rendez même pas compte de ce qui se passe autour de vous. Vous êtes tellement concentré sur votre jeu. Non, je subis aussi encore, je vous ai parlé de cette dominance, j'étais exploitée, Oui. ça, je le vivais très mal, mais je le taisais parce que je ne savais pas comment me défendre par rapport à ça. Donc je vis très mal ma carrière professionnelle. Et puis surtout, l'argent que vous avez gagné, Oui. il a disparu. Mais il disparaît parce que tout le monde m'en demande. Encore une fois, je suis complètement exploitée à tout point de vue. Et du jour au lendemain, quand je me retrouve blessée, il ne reste plus rien. Je suis aussi rattrapée par les impôts parce que j'ai quand même des agents qui doivent s'en occuper et qui ne font pas leur travail. Ils le sapent même parce que je ne re-signe pas avec eux. Donc vous voyez, c'est un coup bas qui me met d'un seul coup à nu. Et lorsque j'ai les inspecteurs des impôts qui arrivent et qui ne comprennent pas ma situation, vu que je donnais une image si parfaite de la fille éclatante qui réussit, en fait c'était tout le contraire. C'est là où mon besoin d'écrire est très fort, et je voulais pas le rater, ce premier livre. C'est pour ça que ça a mis des années, justement. Oui, et ça a marché, Mais surtout vous avez découvert autrement tel que vous étiez. En fait, c'était une manière de me réinventer, vu qu'il n'y avait pas pour moi d'après-carrière bien écrite. J'étais larguée, je me suis retrouvée au RMI, et aujourd'hui encore, je suis au RSA parce que je ne vis pas assez. Je vis de mon écriture, mais c'est pas une vie qui vous permet d'en vivre. Et je suis aussi aide familiale auprès d'une maman de 85 ans que j'aide. Donc c'est du boulot du matin au soir. Bien sûr. Et vous avez aussi coaché quelques jeunes aussi. Ça, c'est pour le plaisir, pour garder un pied. Ça, c'est vraiment le plaisir, avec tout l'esprit, vous savez, des petits clubs de tennis où il y a tous les gars du club qui sont évidemment heureux de m'avoir dans leur club. Et moi, je passe un moment fou. Ça me permet aussi de garder toujours un pied dans le tennis, d'en jouer aussi. J'ai toujours plaisir à en jouer. Et de donner en donnant 2-3 cours. Oui, mais ce qui est étonnant aussi, c'est que vous trouvez des jeunes qui peuvent un jour assurer la relève. Ah, ça, c'est compliqué. Parce que préparer un apprenti champion jeune, ça se prend dès l'âge de 7-8 ans. Et à 10, il faut déjà jouer 3-4 fois dans la semaine avec 2 heures. Il faut trouver le jeune qui a envie d'avoir mal. Parce qu'on apprend déjà à avoir mal à l'âge de 10 ans. C'est un sport très, 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 très difficile. Alors, quand on lit votre livre Déclassé, on se demande comment vous avez fait pour résister à tout ça. On résiste, mais on apprend, monsieur, à être dur. Oui. Dès l'âge de 15 ans, quand on prend un sport de haut niveau, la première chose qu'on vous apprend, sans mauvaise intention, c'est d'être dur dans le travail, c'est d'être dur dans le mal. Donc, tout ça, le dur, c'est un bon problème quand on veut le voir d'une manière positive. Donc, tout ce qui m'est arrivé... Vous savez, il y a cette phrase dans la chanson de Brel qui dit j'ai fait avec de la boue, j'ai fait de l'or. Oui. Un truc comme ça. C'est exactement ce que j'ai voulu faire de ma vie. C'est pas moi qui me suis plantée dans j'ai eu une carrière, j'étais 20e, j'ai été... comment dire... une championne, Une championne, tout tout simplement. Mais après... Ma chute, c'est pas la mienne, en fait. C'est celle de votre entourage. Oui, voilà. Donc, j'ai voulu, de ce problème-là, j'ai voulu en faire un bon problème et en faire une belle histoire. C'est-à-dire me défendre d'abord, mais pas en parler comme ça. C'est en parler plutôt littérairement, vous voyez. Oui. Faire quelque chose de beau, tant qu'à faire. Oui, et non seulement c'est beau, mais vous parlez en un temps où la parole sur ce sujet n'est pas courante. On n'est pas aujourd'hui. Oui, mais on se la Aujourd'hui, c'est donne. différent. Oui, mais on se la donne, la parole, quand on veut. Il y a une manière aussi d'affronter les choses, et j'ai voulu l'apprendre par le biais de la littérature. Et à partir de là, beaucoup de portes peuvent s'ouvrir. Tout le monde a des histoires à raconter.
On peut tous raconter des histoires, c'est la manière qui diffère. Et j'ai voulu le prendre par la littérature. C'est pour ça que je vous ai parlé de Rimbaud, je vous ai parlé de Céline, je pourrais vous parler de Viollet le Duc. Les classiques aussi m'ont beaucoup aidé. J'ai commencé par le classique, la lecture classique. Ça m'a drôlement éduquée, ça m'a apporté cette culture livresque. Et puis, vous avez écrit votre livre, ce qui n'est pas si courant. Il y a un sondage qui a été fait récemment. Il y a 30% des gens qui signent un livre qui l'ont véritablement écrit. Ah. Ouais. Alors, ça a continué parce qu'il y a eu un roman, Le Tour de ma vie, inspiré par une histoire vraie. Non. Oui, c'est une histoire vraie d'une amie. Exactement. Oui, d'une amie. Oui. Australienne. Le personnage, oui, c'est une amie australienne, oui. Et là aussi, un roman, c'était très différent, Catherine Tanguy. Oui, mais alors là, celui-là, ça a été un livre de moins 500 pages. J'ai mis 9 mois pour l'écrire. C'était très facile. Je pense que je suis quelqu'un qui peut écrire des romans basés vraiment sur une certaine réalité. Après, on peut inventer 2-3 choses, mais j'ai besoin de réalité pour écrire. Je suis pas quelqu'un qui peut inventer facilement. Oui, mais la réalité, à le transformer en roman, c'est pas toujours évident. J'ai réussi, ouais. Mais là, c'est vrai. Et finalement, vous avez découvert une seconde carrière? En tout cas, c'est une manière, sans y penser absolument, mais c'est une manière de me réinventer, oui. Et de vous reconvertir en même temps. Réinventer, de me reconstruire. Exactement. Reconstruire plus, oui. Spirituellement. Bien sûr. Voilà. Il y a quelqu'un d'ailleurs avec qui vous avez fréquenté les cours à votre époque, qui lui aussi a trouvé une nouvelle manière de réussir, de se reconvertir. Ça aussi, c'est une Yannick Noah, c'est extraordinaire. Tout ce qu'il a touché, il en a fait de l'or, lui. Exactement. Il a été extrêmement doué. Tout ce qu'il a fait, il a toujours réussi. Quand il est arrivé, quand il a gagné la Coupe Davis et que tout le monde a dansé sur Saga Africa, c'était extraordinaire. Oui, mais écoutez, il a voulu être capitaine, il est devenu, il a gagné la Coupe Davis, il a voulu chanter. Alors, il n'a pas une grande voix, mais vous savez, tout le monde peut chanter sur une belle musique et des petites paroles qui correspondent bien à votre personnalité. Alors, regarde, quel est le titre de la chanson cette chanson-là lui correspond magnifiquement bien. Saga Africa, voilà. Donc, vous voyez, ça sied parfaitement au personnage. Oui, c'est un homme qui a très bien réussi sa reconversion. Et on disait à l'époque que vous étiez son pendant féminin, Catherine Tanguy. Lui, je suis championne de France à 17 ans, lui il a 19. Il a 50 plus que moi. Il a 22 ans, on joue les mixtes ensemble, on devient champion de France. Et 1 an plus tard, il gagne Roland-Garros. Donc oui, c'était le même. Oui, j'étais la version féminine. Oui. Alors, il y a eu un autre livre, Je lâche mes coups, qui lui aussi, vous avez réglé vos comptes avec la fédération et vous avez dit tout haut ce que beaucoup pensaient tout bas. Oui, certains passages. Après, je parle beaucoup aussi, j'essaie de confronter deux époques. Mon époque tennistique et celle d'aujourd'hui. Comment le tennis s'est industrialisé. Comment l'argent a pris le dessus sur les rapports. Vous savez qu'aujourd'hui, on ne peut plus approcher un champion sans se confronter à l'agent, à un entourage. Il est dur d'accéder aux joueurs, alors qu'à mon époque, on venait quasiment directement nous voir. Voilà. Oui, c'est valable aussi pour le spectacle ou pour voir un comédien, alors qu'on avait son numéro de téléphone, il y a 15 personnes qui vous bloquent le passage. Oui, et il n'est même pas au courant. Oui, là, vous avez quand même affaire à des jeunes qui, en gagnant un tour à Roland-Garros, repartent à la maison avec 100 000 euros. Donc, vous voyez que l'argent change aussi les rapports, change les mentalités, beaucoup plus que quelqu'un qui va donner un spectacle qui, lui, à la fin de la soirée, il repart pas avec 100 000 euros. Je ne pense pas. Non, c'est rare. Voilà. Alors, il y a aussi un moment très fort qui vous a beaucoup ému, c'est que lorsque vous avez fait une dédicace au musée de Roland-Garros, beaucoup de championnes sont venues vous voir, beaucoup de tenniswomen. Elles m'ont fait la surprise de venir me prendre le livre, parce que je faisais une dédicace là-bas, et ça a été une belle surprise de les voir toutes. Mais j'ai toujours eu de bons rapports avec les joueuses, que j'étais pour elles. D'abord la première à être professionnelle à plein temps, donc j'ai ouvert une espèce de voie, si vous voulez, la voie de professionnalisme à l'époque, en 1980, et toutes ces joueuses-là se sont engouffrées derrière moi, et elles ont été, si vous préférez, mes petites sœurs.
Oui. On a toujours eu de très bons rapports. Oui. Donc elles m'ont fait une belle surprise. Oui, c'est encourageant de voir que vous avez ouvert une voie, parce qu'aujourd'hui, d'autres s'engouffrent et peut-être d'autres s'engouffreront ensuite. Ah ben oui, ça y est, c'est parti pour longtemps. Avec Maurice Mo aussi qui arrive derrière et qui gagne derrière Marie Pierce aussi. Les premiers grands chelem, chose que je n'ai jamais fait, mais le tennis féminin a beaucoup mieux marché que chez les garçons. Après Yannick Noah. Puis effectivement, et puis vous avez défendu, vous continuez à défendre ce que vous appelez les vraies valeurs du tennis. Je sais, c'est en écrivant des livres, c'est en partageant, mais vous savez, tout ça, ça parle de passion. Voilà. Ce n'est juste de la passion. Je parle de ce que j'ai vécu dans ma vie à moi, dans ma vie antérieure, dans tout ce que j'ai ressenti. Et pourquoi on est des êtres vivants? C'est parce qu'on a vécu plein de péripéties, aussi belles que difficiles. C'est ça qui nous compose à la fin. Voilà. Et bien justement, la littérature, on va continuer à en parler à travers la date du 10 janvier 2025. À tout de suite sur Sud Radio avec Catherine Tanvier. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Catherine Tanvier. On a beaucoup parlé de votre parcours de championne, de ce qui s'est passé ensuite. Et le 10 janvier 2025 est sorti un livre qui s'appelle Un film à rôle aux éditions En Exergue. Et ce livre est lié à un film dont voici la bande-annonce. Moi, je ne veux pas mourir sans avoir revu l'Europe heureuse, sans avoir vu le mot Russie. Film Socialisme de Jean-Luc Godard, dans lequel vous avez tourné, ce que vous racontez dans le livre, car ce livre, c'est le récit justement de ce tournage, et en même temps un portrait de Jean-Luc Godard. Alors pourquoi écrire ce livre aujourd'hui? C'est un petit peu les coulisses du film. L'idée n'est pas venue de moi, c'est justement venu de mon premier éditeur que j'avais cité au début de l'émission, Marc Krishta, des éditions du Panama de l'époque, qui était féru de Jean-Luc Godard. Et c'est lui qui va m'apprendre que Jean-Luc veut me rencontrer. Nous sommes en fin d'une journée promotionnelle. Et il me dit, juste en me ramenant à l'hôtel, il me dit, au fait, il y a Jean-Luc Godard qui a appelé, il voudrait vous rencontrer. Je lui dis, pardon. Il me dit, vous avez très bien entendu. Parce que j'avais montré une stupeur au nom Godard. Je dis, non, mais c'est quoi ça? Et puis, écoutez, il me dit, c'est lui qui vous le dira. Voilà, et je suis à ce moment-là à 5 mois de le rencontrer. Et vous le rencontrez, je crois que dans la famille, votre mère était une inconditionnelle de À bout de souffle. D'abord, elle a eu la même coiffure dans À bout de souffle que Jean Seberg. Oui. Voilà. C'est Jean, son prénom. Jean Seberg. Donc, elle m'a toujours parlé de Godard, oui, en tout cas de ses films cultes avec le Pierrot le Fou, les plus connus. Et À bout de souffle, c'était un scénario de François Truffaut, basé sur une histoire vraie. C'est vrai. Alors, donc vous vous retrouvez un jour à Paris, dans un bureau, avec Jean-Luc Godard. Oui, mais attendez, vous allez trop vite, parce que pendant 5 mois, moi je sais qu'il veut me rencontrer, j'ai le temps d'y penser. Moi, actrice, c'est pas possible. Alors, à 2-3 heures de mon rendez-vous, le jour de son anniversaire, la rencontre pour moi est encore improbable. Improbable, je n'arrive pas à l'y croire. Parce que je sais qui je vais rencontrer, c'est une légende du cinéma, c'est peut-être un des 2 plus grands cinéastes du siècle dernier. Je suis à la fois émerveillée de le rencontrer, mais aussi très nerveuse. Oui, donc vous arrivez dans un bureau où il fume le cigare. Non, je fume. Alors, je suis reçue en fait dans la maison de l'homme qui s'occupe de lui, en quelque sorte de son bras droit, Jean-Paul. Et donc c'est dans un appartement, il me reçoit chez lui. Et donc une discussion qui n'a rien à voir avec le cinéma. Vous allez parler tennis au départ. Je pense qu'il parle tennis pour qu'on nous puisse. D'abord, c'est un féru de tennis. C'est ça qui me laisse penser qu'il m'appelle parce que il adore le tennis. Ça, je le savais. Donc ça me rassurait en quelque sorte. Et on se met à discuter tennis. Je pense pour me détendre. Et pour faire connaissance, tout simplement. Puis parce qu'ils étaient passionnés de tennis. Et puis, le film viendra en second plan. On a le temps. Voilà, c'était plutôt dans ce sens. Et vous découvrez un homme très timide, d'ailleurs. Oui, extrêmement timide. Enfin, pas timide, mais d'une courtoisie aussi. Je crois que c'est aussi la courtoisie qui l'amène à être timide. Mais je suis enchantée de le rencontrer et je sens qu'il y a le même enchantement en face de moi. Oui, et en même temps, il ne vous teste pas, il ne vous demande pas une scène, c'est vraiment une discussion, c'est sa manière. Oui, en fait, il veut me connaître, on parle tennis et il me dit, ne faites pas attention à la caméra, ça c'est juste pour une histoire technique, qui est quand même à 50 cm de moi. Oui, vous êtes tourné. Oui, et
Et on parle tennis et je me rends compte à quel point il est connaisseur. D'ailleurs, il avait Ça qui me votre frappe. livre, il avait déclassé. Oui, alors ça je le remarquerai quand j'irai à Rolles pour justement commencer comment on appelle ça, Le tournage. le tournage tout simplement. Alors, Et il était sur son bureau. Oui. c'est extraordinaire. Oui. Il se trouve que cette façon de tester les comédiennes, il l'a fait un jour à Chantal Goya, en 66, Oui, il la j'avais convoque entendu parler, au ouais. bar des théâtres. Mm. Elle attend un quart d'heure, elle voit un monsieur là avec un vieil imperméable. Il avance vers elle, c'est Godard, au bout d'un quart d'heure en disant « Je vous engage ». Il l'a vu de loin. Ben oui, écoutez, me prendre moi pour lui, c'est un parti pris, hein, parce que je pense qu'il me prend pour le contre-emploi que je présente, c'est-à-dire avec toutes mes failles, toutes mes trouilles, toutes mes vulnérabilités. Donc, et puis c'était la première fois, surtout, ne riez pas, hein, mais c'était la première fois que j'allais travailler pour quelqu'un. Oui, J'avais jamais travaillé avant, et cette première personne, c'est Jean-Luc Godard. c'est pas mal. Quand même, c'est pas mal. Alors, en plus, vous lui dites « Mais je suis pas comédienne » et il Et s'en oui. moque totalement. Ben en fait, l'inquiétude arrive quand on parle du film. Alors, il m'explique le rôle que je vais tenir. Alors, j'entends tout ça et à la fin, je lui dis, mais après, je suis gênée parce que je lui dis, mais Jean-Luc, c'est que je ne suis pas actrice, moi. Et là, tout simplement, le plus naturellement possible, il me dit, mais qui vous demande d'être actrice? Soyez juste vous-même. Mais pour lui, c'était pas de difficulté du tout. C'est Et extraordinaire. tout ça, je vais le ressentir quand j'arriverai au tournage. C'est-à-dire que pour lui, donc inutile de vous dire que je ne joue pas film socialise. Je joue pour Jean-Luc, pour surtout pas le décevoir. Et je suis sous son coaching. C'est Par extraordinaire. rapport à mes partenaires qui, eux, étaient professionnels, il y avait une fluidité, une aisance. Moi, je suis complètement coachée par lui et lui, il n'est pas du tout soucieux. Et on y arrive à la fin. Oui, d'ailleurs, il rit beaucoup et ça vous aide. Oui. Il a, pas forcément dans le travail, Oui. mais une fois que c'est dans la boîte, hop, le petit sourire, et tout était merveilleux. Alors, vous vous retrouvez donc à Rolles, dans le canton de Vaud où il habite. Oui. D'ailleurs, Rolles est célèbre pour une raison, c'est que dans un album de Tintin, L'affaire Tournesol, l'ambassade de Bordurie se situe à Rolles. Ah bon? Voilà. Alors, il se trouve que vous allez retrouver dans un appartement très modeste. C'est le sien. Oui. On fait dans l'artisanat dans le sens le plus noble du mot. C'est-à-dire, Godard se sert des choses simples et son intérieur est minimaliste. Tout ce que j'aime. C'est un homme simple et on tourne chez lui, dans son appartement. Vous allez même faire la vaisselle d'ailleurs pendant un tournage. Alors, une vaisselle qu'il n'avait pas faite manifestement. Et cette scène est drôle parce que je fais la vaisselle en devant dire ma réplique, c'est une citation. Et on sait l'amour qu'il a pour les lettres. Et je vous assure que faire la vaisselle en balançant une citation, c'est pas naturel. Et j'ai un blanc. Boum. Je connais pourtant mon texte. Je fais pas la vaisselle, je l'aurais sorti, mais naturellement. Mais là, en faisant la vaisselle, c'était pas cohérent du tout. Et là, il me dit, ne vous inquiétez pas, c'est justement normal. Il me colle le texte juste à côté. Et dans le film, vous voyez que je tourne un petit peu le regard là-dessus, mais ça se voit à peine. Faut le savoir que j'ai dû relire mon texte. Oui. En plus, vous avez fait beaucoup de progrès au cours du tournage, car je crois que la première scène, Catherine Tanvier, Oui. vous l'avez tournée 8 fois. Je crois que 12. Ah, Oh, d'accord. plus de 10, ouais. Oh non, 8, c'est trop court, vous plaisantez. Et quand bien même c'est dans la boîte, il me dit, allez, on en fait une autre pour le plaisir. Mais c'est un homme qui trouvait vraiment le bonheur dans le travail. Gros bosseur. Mais son bonheur était vraiment dans le travail. Mais vous l'avez vu allongé, Oui, en train de oui, vérifier oui, les lumières. Oui, juste voilà. Il avait 78 ans à ce Oui. moment-là. Il s'allonge pour vérifier la lumière. Dans le sens artisanal du terme. C'était un homme qui n'avait pas du tout de superficialité. Oui. C'était un homme vraiment de terrain. Et puis un homme généreux que vous avez Oui, découvert. oui. Oh oui, totalement. Comme toute l'équipe, d'une courtoisie extraordinaire, passionné par ce qu'il fait. Voilà. Finalement, j'ai trouvé aussi un écrivain. C'est un écrivain, Jean-Luc Godard. C'est un auteur, qui, à un moment donné, devait juste s'arrêter pour faire des ratures et recommencer, parce qu'on avait l'histoire qui arrivait au fur et à mesure. Donc, j'avais rencontré aussi un écrivain qui écrivait sur place. Nous avions les grandes lignes, et quand il était en mal d'inspiration, il m'appelait pour aller faire un petit tennis. Oui. Non, c'était vraiment...
magnifique. C'était une parenthèse enchantée, là, en fait, pour moi. Mais justement, jouer au tennis avec Jean-Luc Godard sur un cours à Rolles, bon, il fallait faire attention, il ne fallait pas l'épuiser non plus. J'avais reçu surtout des instructions du fameux Jean-Paul qui s'occupait tout le temps de Jean-Luc, qui me dit surtout, s'il te plaît, ne me le tue pas. Donc je me suis bien arrangée de bien le faire jouer surtout, et lui de bien me faire courir pour bien me montrer qu'il savait jouer au tennis. Voilà. C'était drôle. Et il y avait toujours une tarte et un café. Avant, c'était notre rituel. Oui. Ça a commencé comme ça et ça finit comme ça. Alors, dans ce livre, il y a aussi une chose... C'est un gourmand, et je l'étais aussi. Donc, ça tombe bien. Ouais. Il se trouve que dans ce livre, il y a aussi une chose qu'on n'a jamais vue et que je pense que ceux qui s'intéressent à Godard n'ont jamais écrit, c'est comment on travaille, comment on se prépare à une scène, comment on apprend d'abord le texte des autres avant d'apprendre le sien. Ça, c'est du Godard pur et dur. En fait, quand je reçois cette information... Waouh, je me dis non, c'est pas pour moi ça. Déjà, j'ai du mal à apprendre mes textes, je vais pas commencer à apprendre ceux de mes partenaires. Et il se passe 5 longues minutes dans ma chambre quand je reçois cette information. Je remonte avec le travail, je découvre ça, je dis quoi ? Apprendre les textes de j'ai déjà du mal à apprendre avec mes textes. Je ne suis pas professionnelle. Je laisse ça aux pros. Moi, je suis une amateur. Je vais me référer qu'à mes textes et on verra. En fait, le plus dur, vous voyez, c'était surtout les citations. Je sais que pour lui, c'est une manière de rendre hommage, aux œuvres littéraires, philosophiques et même musicales, puisqu'il était fan, il adorait ça. Mais franchement, pour moi, c'est sorti des répliques où il y avait justement ces textes difficiles. Le parler de tous les jours, du quotidien, c'était plutôt facile pour moi. C'était un exercice plus facile. En plus, les textes évoluaient certains jours. Oui, c'est ça, voilà, oui. C'était jamais le même. Alors, il y a aussi une chose étonnante qu'on apprend dans votre livre, c'est que la Fédération française de tennis a refusé un film à Jean-Luc Godard. Il va me le dire, oui. Ça m'a sidéré qu'on puisse refuser un tel cinéaste. J'aurais tellement aimé voir comment lui, il aurait filmé le tennis. Oui. Eh bien, on ne le saura pas, parce que au sein de la fédération, ils n'ont pas su le mettre à disposition, évidemment, tout ce qu'il aurait demandé, c'est-à-dire une totale liberté. C'est tout simplement. On s'est privé de ça et c'est bien dommage. Parce que dans notre discussion, dans les 20 premières minutes avant qu'il m'explique le film, il me parle justement la manière dont les caméras, je le dis. Donc il avait une autre vision et j'aurais tellement aimé voir comment lui, il aurait filmé le tennis derrière le joueur, au plus près, au cœur. On le saura jamais. On le saura jamais. En revanche, on sait que vous êtes allé au Festival de Cannes puisque le film a été sélectionné pour un Saint-Argat. Ça aussi, c'était un moment pas simple pour vous, je crois. Pas simple parce qu'en fait, il se désistera pour des problèmes médicaux. Je pense aussi que le Festival de Cannes, il l'avait suffisamment vu, il connaissait. C'est une période où le Festival de Cannes s'est énormément pipolisé. Oui. Comme ça qu'on peut dire. Oh, oui. On comprend. Hein. Oh oui. Voilà. Ce n'est plus les grandes actrices et les grands acteurs d'époque. On fait rentrer du grand monde et du grand n'importe quoi. Et il y a tous ces gens, people, qui arrivent, qui débarquent, qui n'ont rien à voir avec le monde du cinéma. Et qui font du cinéma eux-mêmes. Et qui font du cinéma eux-mêmes et qui prennent la place au monde. Donc j'ai compris en fait que la place de Jean-Luc Godard n'était plus là. C'est tout. On était passé à une autre époque, honnêtement. En même temps, vous avez eu une standing ovation à la fin du film. Oui, mais ça c'était les professionnels qui étaient dans la salle. Oui. Et ils ne se sont pas trompés. C'était très très beau, très impressionnant de retrouver le film en entier de Jean-Luc. Quand je le découvre, j'en prends plein les yeux. C'était beau. Et vous vous rendez compte que finalement, vous pourriez continuer dans le métier d'actrice ? Alors, comment vous dire ça ? En 15 ans, ça fait 15 ans que ce film, c'est en 2007, donc ça va faire 15, 16, 17 ans. Je n'ai pas rencontré, figurez-vous, de public après ma prestation. Donc, non. J'étais pas faite pour être actrice, sinon ça se saurait aujourd'hui. Et j'aurais fait d'autres festivals de Cannes. Et en revanche, vous êtes faite pour continuer à écrire ? Peut-être. Vous allez continuer. Je crois qu'il y avait un roman en cours. Il y a toujours des... j'ai toujours des manuscrits. Là, je suis en train de reprendre un manuscrit. Je remanie un manuscrit sur encore le monde sportif. Je reviens dans le monde sportif. Et votre avenir, Catherine Tangier ? Mon avenir, il est avec vous. Il est tout présent. Il est pas trop loin devant. Je suis quelqu'un qui vit beaucoup plus dans l'instant. Avec les aléas de la vie, les hauts et les bas. J'essaie, disons, de voir dans tous les problèmes les bons côtés, les bons problèmes dans les problèmes. Et quand il y a des moments de bonheur, j'essaie vraiment de le vivre à fond parce que les jours sont précieux et l'avenir pour moi, commence toujours au présent. C'est plus facile.
Et le présent, c'est de lire ce livre, justement, qui est un moment de bonheur, un film à rôle aux éditions En Exergue, Catherine Tanvier, parce Merci. que on vous découvre avec une écriture très belle, et en Merci. plus, on découvre Jean-Luc Godard, Ouais. ce qui n'est pas rien, parce que je pense que des vrais cinéphiles ne racontent pas Godard comme vous. Ben, c'est très gentil à vous. En fait, j'essaie de rendre vraiment compte, les coulisses d'un tournage vu par quelqu'un qui n'est pas acteur. Voilà, mais qui a d'autres qualités. Merci beaucoup. Merci Catherine Tanvier. Merci Jacques. Les Clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.